Fernando Escalona, bonjour, bonjour. Bonjour, Soyez, bonjour. soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci beaucoup. Merci de me recevoir chez vous, dans votre immense maison qui est l'Opéra Bastille. Merci beaucoup et puis de me recevoir aussi en ce temps difficile pour les artistes. Ouais, c'est- Je voudrais commencer par une citation de Maria Callas. Maria Callas, un jour, on lui pose la question de savoir qui elle est. Et voilà quelle fut sa réponse. Je ne suis pas une chanteuse qui joue, mais une comédienne qui chante. Et vous, Fernando Escalona, qui êtes-vous? Euh, je pense que je suis une âme qui communique. Je pense que mon but ici, ce n'est pas de chanter ou de faire de beaux sons ou de chanter de belles mélodies. Moi, Fernando Scalona, je pense que pour moi, c'est toucher l'âme. Donc, je pense que je suis plutôt une âme qui essaye de communiquer avec des autres âmes. Avec Voilà. des autres âmes. C'est une très belle définition, enfin vous vous définissez d'une très belle manière, d'autant plus que nous allons parler des âmes après. Ok. Donc vous avez une belle entrée en matière. Est-ce que en quelques lignes, vous pouvez nous tracer votre chemin, votre carrière professionnelle? Ok. D'abord, je suis vénézuélien. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. 7 ans, j'avais commencé à chantonner quelques chansons comme ça. Et ma mère a décidé de m'inscrire au conservatoire au Venezuela. Puis, à l'âge de l'adolescence, j'ai mué la voix, comme tous les adolescents. Et puis, j'ai décidé de continuer à travailler ma voix de contre-ténor, qui est une voix de femme. Puis, il fallait apprendre le style baroque. Et pour cela, je suis venu en France, au Centre de musique baroque de Versailles, où j'ai fait mes études de spécialisation de chant baroque pendant 3 ans. Et puis, en 2019, lorsque j'ai fini mes études au Centre de musique baroque, j'ai appris la nouvelle que l'Opéra de Paris était en train de faire des auditions et j'essayais de... Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est pas mon répertoire. Moi, contre-ténor, c'est plutôt la musique baroque. Plutôt. Mais on peut évidemment chanter du contemporain, du romantisme, etc. Et je me suis dit, essaye, on ne sait jamais, il faut essayer. Si tu n'essayes, tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais. Et c'est ça ce que je fais, j'ai essayé et voilà, j'étais surpris que j'étais pris ici. Et ça, c'est mon parcours en quelques lignes. Venezuela, Versailles et puis Paris. Merci beaucoup, un très beau parcours très prometteur. Ce n'est que le début de votre carrière. Nous l'avons dit, nous sommes ici dans votre maison qui est l'Opéra Bastille. Pourriez-vous nous définir pour vous ce qu'est un opéra? Qu'est-ce que l'opéra? La Le maison, lieu, oui, le le lieu lieu, même, la maison. bah, en tout cas pour moi, c'est un temple déjà. Pour moi, c'est un temple, c'est mon lieu où je viens faire mes prières, si vous voulez. C'est ici que je chante, que je demande quelque chose à l'univers, à Dieu, ou etc. Je ne sais pas si vous croyez ou pas. C'est pour ça que je le dis comme ça. Vous croyez en Euh, Dieu? Moi, je crois qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas définir cette chose, cette énergie que je ressens parfois, que je vois chez les gens, je ne peux pas définir ça. Parce qu'une fois que vous le Nice. définissez, les gens commencent à reculer un petit peu. Donc moi, je préfère pas le définir pour l'instant. Donc, l'opéra, c'est un lieu pour moi sacré où on travaille tous les arts. Tous les arts. La musique, le théâtre, le chant, les instruments, le ballet, même la peinture, la sculpture, etc. Tous les arts, on le voit réaliser ici. Puisque
quand on est sur scène, on a un décor qui a été peint par des peintres, qui a été les sculptures par des sculpteurs. Euh, le théâtre a été fait par un architecte. Donc c'est vraiment la consacration, la consécration de tous les arts. De tous les arts. C'est ici où tout est réuni. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain, l'artiste, le journaliste Ambroise Bierce, qui va définir l'opéra de cette manière, et ça rejoint sur ce que vous dites, je le cite. L'opéra est une pièce représentant la vie d'un autre monde, dont les habitants n'ont pas de discours, mais des chansons, pas de mouvements, mais des gestes, pas de posture, mais des attitudes. Comment réagissez-vous, Fernando Escalona, à cette définition? C'est magnifique, en fait. Ça c'est encore mieux exprimé que moi. Vous l'avez très bien exprimé. Bah, avec mon niveau de français, avec mes paroles, j'essaye, mais ça, c'était encore plus beau. J'en profite pour vous remercier, parce que le français n'est pas en effet votre langue maternelle, mais vous vous débrouillez très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes vénézuélien, la musique, finalement, n'a pas de frontières. La musique, c'est ce qui fait le pont entre les nations. Pour vous, vous êtes donc un immense contre-ténor, vous êtes spécialisé dans la musique baroque. Quelle est, selon vous, l'âme de la musique baroque? Tout à l'heure, vous définissiez comme une âme qui va à la rencontre des autres âmes. Mais là, je ne parlais pas de l'âme de la musique. Je parlais de mon âme. C'est ça. À moi, qui essaye de communiquer. En tout cas, moi, je pense qu'à ça. À chaque fois que je sors sur scène, ma seule pensée, c'est essaye de leur exprimer, essaye de leur transmettre ce que tu es en train de sentir à l'intérieur. Si tu as envie de pleurer, alors transmettre cette sensation à ces gens. En tout cas, c'est ça ce que je pense. Si tu as envie de rigoler, alors rigole bien pour que ça soit comme un effet domino, pour qu'ils rigolent après toi. Donc, essaye de le transmettre vivement à 100%, parce que sinon, c'est pas vrai. Les gens ressentent quand on rigole en vrai, quand c'est faux, etc. Donc, c'est ma seule pensée. Après, quelle est l'âme de la musique? Waouh, j'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire, je vais peut-être donner ma question. Quelle est la force de la musique classique, et qui plus est pour vous, donc la musique baroque? Autrement dit, pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans cette musique baroque, et quelle est la force qu'elle dégage? La réponse, c'est simple et c'est compliqué en même temps, parce que autant que contre-ténor, c'est une voix qui a vécu au XVIIe, XVIIIe siècle, quand il existait les castrats. Du coup, c'est pour ça que notre voix est plutôt spécialiste dans ce répertoire, parce que c'est à cette époque-là que le compositeur écrivait beaucoup pour les castrats. Donc, maintenant, je peux chanter aussi des opéras contemporains, romantiques, etc. Mais c'est pas beaucoup, parce que c'est pas l'habitude maintenant de... Non, je me corrige. Maintenant, il y a de plus en plus de compositeurs contemporains qui écrivent pour de contre-ténors, ou de metteurs en scène qui acceptent que le contre-ténor chante parfois des personnages de femmes. Donc, on est dans une révolution un peu, si on veut le voir comme ça. Mais l'écrivain, regarde, je ne sais pas si là vous le connaissez, peut-être un écrivain ukrainien, Léonid Pervomaïski, qui affirme: peu importe les notes de musique, ce qui compte en musique, ce sont les sensations produites. Tout à fait d'accord. En chantant, quelles sont les sensations que vous avez en interprétant une œuvre, et quelles sensations voulez-vous offrir à votre public? Cela dépend de la musique. Cela dépend de si c'est une chanson de tristesse, si c'est une chanson de joie. J'essaie d'exprimer le sentiment qui est écrit d'abord par le poète, parce que c'est la poésie qui a inspiré le compositeur à écrire la musique.
Donc, c'est pas le compositeur qui a fait toute la musique et après il a dit avec quel roman, avec quel livret je pourrais mettre cette musique. C'est l'envers. Du coup, je essaye de comprendre bien le texte pour après l'exprimer. Et puis, des sensations que j'ai exprimées sur scène, bah, c'était quand j'étais au Venezuela, on avait fait l'opéra de Hans Krasa qui s'appelle Brundibar, qui est une vraie histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je chantais le personnage principal et j'avais envie de pleurer. Parce qu'avant de chanter ça, ils nous ont montré des vraies vidéos de, de cette époque, des images. Et du coup, quand j'étais en train de chanter, j'avais envie de pleurer. Mais il faut pas pleurer. Parce que si tu pleures, tu ne peux pas chanter. Alors j'étais... Il faut pas pleurer. Donc, on éprouve aussi des émotions hyper fortes sur scène qu'il faut éviter justement. On essaye d'éviter ces sensations parce qu'il faut faire pleurer le public, pas toi. Tu ne peux pas te permettre ça. Donc oui, j'ai eu parfois la chair de poule quand j'écoute une harmonie dans l'orchestre magnifique. Mais il faut pas parce que ça me déconcentre. Donc il faut se permettre mais en même temps, non, il faut pas. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, vous vivez tellement la musique que vous la transmettez. Vous vivez le... Je crois que oui. Jusqu'à maintenant, selon les critiques et selon le public, oui, ils arrivent à comprendre ce que je veux dire avec mon chant, avec les paroles, etc. Et pour moi, ça c'est le plus important. C'est le plus important. Le cercle de pensée, Devenir pour agir, donc est un cercle anthropologique, c'est-à-dire la connaissance de l'humain. Fernando Escalona, est-ce que la musique, pour vous, est un miroir? Autrement dit, est-ce qu'à travers la musique, vous apprenez à vous connaître? Si oui, comment? Si oui, pourquoi? Waouh! C'est très profond cette question. Parce que la musique, ça vous transperce? Bah, je pense que s'il existe un mot encore plus fort que transpercer, oui. Ça, je ne saurais pas vous décrire, je ne saurais pas vous répondre en exactitude ou avec des mots exacts ce que ça fait au moi. Mais je pense que oui, il y a un effet miroir incroyable que parfois on ne veut même pas regarder. Ah oui, que vous ne voulez pas regarder parce que vous ne vous acceptez pas? Pas parce que je ne m'accepte pas, mais parce que ça me fait trop mal. Par exemple, quand on incarne le personnage de quelqu'un qui est malade et tu dois vraiment vivre ça, et quand tu es maquillé, parce que les maquilleuses, elles font vraiment un travail exceptionnel pour que tu te vois très très malade et tu te vois et soudainement tu te sens malade, tu as mal à la tête, tu as une douleur bizarre, tu commences à... Oh là. Et là ça fait peur quand tu incarnes un personnage qui n'est pas toi mais que tu es à 100%, tu commences à ressentir des choses comme ça. Donc c'est un miroir, tu commences à ressentir des choses qui ne viennent pas de toi. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit maintenir la distance, parce que quand on joue des rôles, des personnages fous, si tu ne t'éloignes pas assez vite ou pas assez, bah, tu peux avoir une perturbation. Donc il faut garder une distance. Il faut une juste distance. Une juste, parce que sinon, c'est faux. Après, le public ne ressent rien. C'est une balance très compliquée. Très compliquée. Oula. Je voudrais poursuivre en essayant de faire le parallèle entre la musique et la philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La définition même, l'étymologie, l'amour de la sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La musique, c'est l'amour de quoi? Est-ce que... L'amour des passions. C'est très beau, c'est-à-dire l'amour des passions, parce que justement, les compositeurs, moi-même je suis compositeur, et j'essaye d'exprimer à travers la musique des choses que je ne sais pas dire, des choses que je ne peux pas exprimer. Du coup, j'essaye à travers la mélodie d'exprimer une passion, une tristesse, une joie. Donc, si moi je dois définir la musique,
pour moi, c'est la passion. C'est une façon d'exprimer la passion que, dont on n'arrive pas à l'exprimer physiquement ou avec des paroles. C'est ça. C'est une belle définition. La définition dans le dictionnaire, hein, je suis allé voir la définition du dictionnaire, qui est la musique. Voilà quelle est la définition. C'est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Le son et le silence. C'est très beau, ça. Mhm. Vous venez de dire quelque chose. Vous êtes compositeur. Mhm. Et vous venez de dire quelque chose de très beau, que vous composez du moment finalement où vous n'arrivez pas Ouais. à vous exprimer. Van Gogh, le frère de Van Gogh, Van Gogh disait un jour, donc l'artiste Van Gogh dit un jour à son frère Théo, en lui montrant ses œuvres, voilà ce qu'il lui disait: vois-tu Théo, ces toiles te diront ce que je n'ai pas pu exprimer par la parole. Ça, c'est trop beau. Et c'est vous finalement. Ça, c'est trop bon. J'essaye, en tout cas, j'ai appris aussi la peinture parce que moi, en tout cas, il y a quelque chose en moi qui n'est jamais satisfait, Moi, je chante, mais parfois, j'ai pas envie de chanter. Alors, je vais et je peins quelque chose sur ma toile et après, je suis soulagé. En tout cas, à l'intérieur de moi, je suis... Ah, maintenant, je peux dormir. Parfois, c'est pas la peinture, parfois c'est la composition, justement. J'ai des idées, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas des paroles, parce que si c'était des paroles, alors je les écrirais, mais c'est pas ça. Donc je finis une composition, et là je fais, ah, je peux dormir. Et parfois, j'arrive pas à dormir, même si je peins, si je compose, ou si je chante. Mhm. Et là, j'ai découvert très, très récemment une autre passion en moi qui j'aime beaucoup. Maintenant, je commence à dessiner des vêtements. Oh, excellent! Vous êtes un grand artiste. Vous avez un avenir très prometteur, je crois. Je ne sais pas si ça c'est un grand artiste, mais en tout cas, là, et maintenant, j'arrive à dormir. Ah! Mais c'est difficile. C'est très chouette, votre parcours atypique. Vraiment un très beau parcours. Vous êtes donc un grand contre-ténor, vous êtes un spécialiste du chant. Je dirais vous êtes un spécialiste de la voix. En quelque sorte, En quelque sorte, quand vous interprétez une œuvre, qui êtes-vous? Êtes-vous vous-même ou êtes-vous celui ou celle que vous interprétez? j'essaye d'être l'autre personnage, pas moi. Parce que le public ne veut pas regarder Fernando Escalona. Le public, s'il vient pour écouter Aiutante de Handel ou Giulio Cesare de Handel, ils veulent voir Giulio Cesare, un empereur puissant, etc. Ils ne veulent pas regarder Fernando qui parle comme ça, qui rit comme ça. Non, ça c'est après. Dans le trait d'artiste, s'ils veulent me voir, me saluer, là oui. Mais sur scène, ils veulent voir le personnage. Donc moi, en tant qu'artiste, mon travail, c'est d'essayer d'interpréter le personnage le mieux que possible. Même si parfois, j'arrive même pas. Parce que c'est tellement éloigné de moi que je n'arrive pas à m'approprier de ce personnage. Oui, mais est-ce que finalement ce n'est pas de vouloir s'approprier le plus justement le personnage que vous interprétez qui vous ramène pleinement à vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas une juxtaposition, un mariage, une unité entre l'interprétation et finalement votre Oui, identité dans l'interprétation musicale. musicale? Voilà, Musicale, oui. oui. Mhm. Mais en tant qu'acteur, il ne peut pas avoir quelque chose de Fernando parce que, encore une fois, là, il faut interpréter des personnages d'une autre époque. Alors là, ne peut pas exister Fernando de 2021, c'est pas ça. possible. Giulio Cesare, c'est Giulio Cesare, il a vécu là, pas ici. Donc il faut essayer d'interpréter l'actuation de cette époque, mais avec mon interprétation à moi, ma façon d'interpréter la musique de ce moment. Est-ce que
Une toute petite question, combien de temps, euh, tous les jours, combien de temps vous prenez pour vous entraîner Toute la journée. toute la journée? Toute la journée. Quand je sens que ma voix est déjà fatiguée, parce que la voix se fatigue quand même, on est des humains, on n'est pas des robots, quand ma voix commence à être fatiguée, je me repose 30 minutes, je fais un exercice pour reposer le corps vocal. Je fais cet exercice, 30 minutes après, ma voix est encore fraîche. Je recommence Et le vous travail recommencez. parce que nous devons apprendre par cœur de partitions de 2000 pages. C'est énorme parce que c'est pas seulement les paroles dans une autre langue, dont n'est pas ta langue maternelle. C'est en plus les rythmes, la musique, les mouvements de scène qu'il faut, à ces moments précis, il faut que tu prennes quelque chose, que tu descends par terre, que tu... Donc c'est pas seulement la musique, c'est tellement de choses qu'il faut apprendre par cœur et parfait. J'admire votre travail parce que voilà, c'est à la fois le son, la voix, le Ah bah c'est geste, tout. tout, c'est tout. Bah, une petite anecdote, l'année dernière quand je fais mon début à l'Opéra Garnier, avec l'Opéra Yvonne Princesse de Bourgogne, j'étais en train de faire un rôle transvesti. Et sur scène, j'ai déchiré la La jupe. tunique, la jupe, Oui, la robe, la la tunique, robe, oui. la robe que j'avais avec le corset. Et je n'avais jamais, je n'avais jamais travaillé ça parce que je n'avais jamais déchiré la robe pendant la répétition. Donc ça est arrivé sur scène à ce moment précis devant le public et il fallait se débrouiller. Et donc j'ai fait le mieux que j'ai pu, C'est ça. mais c'est compliqué. Alors même ça, il faut le travailler ici parce que si ça arrive, il faut que tu apprennes à réagir. Tu ne peux pas... C'est ça. il faut parce que alors tu sors du personnage, le Mm. public voit ça et après la critique. Ah oui, c'est ça. Il faut s'adapter à Et, toute situation. et très doucement, très C'est ça. imperceptible. Oui, c'est ça. Que les gens pensent que c'était la mise en scène. C'est ça. Ah oui, voilà, tout à fait. Vous avez une belle voix, vous venez de rire, vous avez une belle voix. Comment définissez-vous la voix? La voix, c'est quoi pour vous? La voix. Oui. Parce que vous êtes spécialiste de la voix. Regardez ce que dit, peut-être pour vous aider, regardez ce que dit Cecilia Bartoli. Voilà ce qu'elle dit, la voix, c'est l'instrument le plus proche de l'âme. Moi, j'allais dire que c'est l'expression de mon âme. Eh ben voilà. Mais oui, je pense que c'est la matérialisation, pas visuelle, de l'âme. D'accord. C'est deux choses qui se contradisent, mais pour moi c'est ça, parce que quand je parle, ça c'est la matérialisation des mots, d'un son que vous écoutez, mais c'est pas visible, C'est invisible. c'est invisible. C'est invisible. Et ça, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est l'âme, mais vous l'entendez. D'accord. Je ne sais pas si je C'est- m'exprime si, bien. mais c'est très bien. Donc c'est finalement en fermant les yeux, on ne voit pas, on entend, on écoute. On écoute finalement votre intériorité. La voix, c'est peut-être, pour résumer, vous me direz si je ne trahis pas votre pensée, mais est-ce que la voix, ce ne serait pas l'extériorisation de votre intériorité? Exactement. Mais là, vous avez trouvé les mots pour le dire, moi, je n'y arrivais pas. Mais vous m'avez aidé à les trouver. Alors je voudrais, parce que je vois que l'interview va bientôt s'achever, mais je voudrais quand même, l'artiste Enrico Mhm. euh, Ceruso affirme, lorsqu'il est à l'opéra, voilà ce qu'il dit: je ne marche jamais seul sur une scène sans me demander si je réussirai à terminer l'opéra. Ce fait est qu'un chanteur consciencieux n'est jamais sûr de lui-même ou même de rien. Mhm. Est-ce votre cas? Tout à fait. Alors expliquez-nous, quand vous arrivez sur scène, que se passe-t-il? Tout à fait, parce que tout dépend. C'est pour ça que le chanteur, les gens, parfois les gens qui ne sont pas liés au milieu artistique et surtout musical du chant ne comprennent parfois pas ça. C'est très compliqué d'être chanteur. Moi je me réveille aujourd'hui, j'ai un peu mal à la tête et la voix change complètement. Ah oui. Les gens ne comprennent pas ça parce que voilà, ils ne sont pas des chanteurs, mais la voix change complètement.
Et c'est pour ça que je ne suis jamais sûr si je vais arriver à la fin de le spectacle, parce que la voix évolue. Parfois aujourd'hui, j'ai mangé quelque chose qui a fait que la digestion a été plus longue et du coup, ça a affecté ma voix. Parce que l'estomac se trouve juste très proche de points d'appui, de soutien de la voix. Du coup, si la digestion est plus longue ou différente, le soutien de ma voix change. Ma voix change. Du coup, je ne sais pas si à la moitié du spectacle, je serai déjà hyper épuisé et je ne peux pas finir. C'est ça, ce qu'il a dit, est tout à fait vrai. On n'est jamais sûr. Même Callas, même Anna Netrebko, qui est la diva en ce moment dans tout le monde, euh, on n'est jamais sûr. La voix est très fragile. Vous êtes seul sur scène? Est-ce que vous vous sentez seul? Parce que il y a deux, je dirais, la solitude, c'est quand même peut-être celle qui vous ramène à vous-même. Quand vous êtes devant votre public et que vous interprétez un morceau, vous les regardez, vous les observez, vous les voyez, et en même temps vous jouez vous interprétez votre œuvre. Quelle est la place de la solitude? La solitude. Peut-être vous ne vous sentez, vous, pas seul, je ne sais pas. Ah non, si. Justement, là, c'est un métier de solitude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est appelé soliste. Mais oui. Le mot, déjà, le dit tout. On ne travaille pas, sauf si tu dois chanter un duetto avec quelqu'un. Là, tu travailles quelques minutes avec cette personne. Mais sinon, tu es toujours seul dans ta loge avec le piano, ta partition, toute la journée. Et après, tu rentres chez toi, tu dors. Parce que tu dois reposer ta voix, parce que le lendemain, tu dois te réveiller hyper tôt pour chauffer ta voix, pour la même chose. C'est une monotonie en même temps, c'est ça, ouais. avec la solitude. Donc, on devient ami de la solitude. C'est la seule façon d'arriver dans ce métier, parce que si tu n'aimes pas la solitude, alors il ne faut pas choisir ce métier. Oui. Est-ce que, à votre avis, la solitude va-t-elle avec le silence? Totalement. D'ailleurs, pour moi, la solitude et le silence, c'est la même personne. Et quand vous êtes sur scène, est-ce que c'est la même personne? Oui. D'accord. Pour moi, oui. Avez-vous peur du silence? Non. Je pense que j'ai déjà franchi cette barrière de la peur avec le silence. Je pense que je sais vivre avec maintenant, mais c'est difficile, encore une fois. Les gens qui décident ce métier, ils pensent qu'ils connaissent la solitude. Est-ce que ce n'est finalement pas la force des notes, la force d'une œuvre qui permet la force du silence? Ou vice-versa? Bah, sans la musique ne peut pas exister le silence. C'est ça. Sans le silence, la musique n'existe pas non plus. Tout à fait. Pavarotti, je voudrais citer Pavarotti qui va définir je dirais le ténor ou le contre-ténor de la manière suivante. Il dit: la partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu'il faut faire, c'est avoir la musique en tête et la chanter avec le corps. Ça définit tout. À votre avis, c'est ce qui vous êtes finalement, non? Vous chantez avec votre corps. C'est impossible d'écrire mieux. Et pas parce que c'est Pavarotti, mais parce que il a trouvé le mot précis pour ça. Et vous identifiez à... Bah, 100%. C'est un métier de rêve, vraiment, mais compliqué, encore une fois. Je dis toujours ça parce que lorsque j'étais enfant, je n'avais jamais imaginé une telle solitude. Pour travailler, par exemple, c'est vraiment énorme. C'est toujours la partition et moi. C'est une relation partition-moi et des heures à répéter une seule phrase plus de 100 fois jusqu'à ce que ça reste dans la tête parfaitement bien prononcé, etc. C'est des heures dans une seule phrase. Avez-vous déjà rencontré votre confrère, votre Jarouski? Pas encore. Ça va peut-être un jour être le cas, c'est ce que Pas je vous encore. souhaite.
Et pourtant, il est à Paris tout le Oui. temps, mais non, pas encore. On n'a pas eu la chance encore. Non, moi, je n'ai pas eu la chance de lui rencontrer, de parler avec lui en face. Et il n'a pas eu la chance de vous rencontrer aussi, hein. Bah, c'est C'est plutôt entre, moi la entre, chance entre de ténors. parler avec lui. L'interview, Fernando Escalona, va malheureusement se terminer. J'avais plein d'autres questions à vous poser, mais peut-être une dernière question. Beaucoup de jeunes actuellement vivent des moments difficiles. Mm. Beaucoup de jeunes aiment la musique. Et je dirais, beaucoup de jeunes aiment de plus en plus la musique classique, la musique baroque, toutes les musiques. Quel est le message aujourd'hui que vous pourriez leur offrir, leur adresser, un message d'espérance en ces moments difficiles qu'ils traversent? Moi, je pourrais leur dire, il ne faut jamais trahir la musique. Si vous êtes là-dedans, si vous avez décidé de travailler la musique, de devenir musicien, danseur, chanteur, architecte, quoi que ce soit, ne trahissez pas vos rêves. Continuez, continuez, même si vous ne voyez pas assez vite la matérialisation de votre rêve, continuez. Continuez. Continuez, même quand vous ne voyez pas la matérialisation de vos rêves. Parce que voilà, on est toujours pressé, évidemment, on veut toujours réussir très vite. On habite dans un monde qui, voilà, c'est toujours vite, 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 vite et plus vite. Mais ne trahissez pas vos rêves. Merci de ce beau message que vous leur offrez aujourd'hui. Fernando Escalona, merci de nous avoir reçus. À vous de l'invitation, merci beaucoup. Merci pour votre beau français. Vous vous êtes exprimé extrêmement bien. Vraiment merci. Et je terminerai l'interview par une très grande citation de Richard Wagner. Et voilà ce que dit Richard Wagner. La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Alors si je puis dire, arrêtons de parler et laissons la musique venir, nous recueillir, nous accueillir. Et surtout, je languis que les opéras, les musées, le théâtre, tout soit réouvert pour venir et avoir l'honneur et la chance de pouvoir vous écouter. Bah, pas moi, d'écouter tous les artistes. En tout cas, d'écouter les interprètes qui Voilà. interprètent les œuvres. Un très grand merci. Bah, à vous. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci.